Chapitre 1. La pensée qui créa l'effet univers. La pensée de Dieu et le rêve d'une formule unique. C'était une aube d'hiver à Princeton. La lumière bleutée de la nuit dominait encore le bureau où Albert Einstein restait assis, immobile devant son écritoire. Ses yeux, fatigués mais incapables de se fermer, contemplaient la danse invisible des particules que lui seul semblait percevoir dans le vide. Sur le papier, des traits nerveux d'encre formaient des équations incomplètes. Encore et encore, ses doigts froissaient des feuillets rejetés, non par frustration, mais parce qu'il savait qu'il frôlait quelque chose de plus grand. Dans son regard brillait la certitude qu'il touchait du bout des doigts la pensée même qui avait créé l'univers. Ce qu'Einstein cherchait allait bien au-delà d'une simple formule mathématique. Quand les autres physiciens parlaient d'unifier les forces fondamentales, lui poursuivait quelque chose de plus sublime, le principe originel, la pensée primordiale, d'où tout était issu. « Je veux connaître les pensées de Dieu », disait-il souvent. Le reste n'est que détail. Ce n'était pas une métaphore. C'était la confession intime d'un homme qui, après avoir déchiffré les secrets du temps et de l'espace, avait compris que derrière chaque équation se cachait un murmure du cosmos. Le manuscrit qu'Einstein commença cette nuit-là à Princeton, et que la communauté scientifique ne connut jamais dans son intégralité, révélait un axiome fondamental: l'esprit précède la matière. L'univers, écrivait-il dans ces pages oubliées, n'est pas né d'une explosion de matière, mais d'une grande idée. La formule qu'il recherchait n'était pas simplement l'unification des forces électromagnétiques et gravitationnelles, elle était la cristallisation mathématique de l'intelligence cosmique, donnant forme à la réalité. Que se passe-t-il lorsque l'on contemple l'univers non comme une machine, mais comme une pensée? Tout change. La matière se dissout en motifs vibratoires d'information. Les particules deviennent des possibilités mathématiques qui ne prennent forme que lorsqu'une conscience les observe. Einstein l'avait pressenti dès la relativité. Le temps et l'espace ne sont pas absolus, mais des perspectives. Un siècle plus tard, la physique quantique confirmerait que la réalité dépend fondamentalement de l'observateur. Dans ces pages, Einstein explorait une idée révolutionnaire. La puissance créatrice de la pensée n'était pas réservée à un Dieu lointain, mais à un principe universel agissant à travers chaque conscience. Nous sommes des fragments localisés de cette pensée originelle, écrivait-il dans l'un de ses passages les plus énigmatiques. Lorsque nous pensons, nous participons à l'acte continu de création du cosmos. Cette vision transformait radicalement la place de l'être humain dans l'univers. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs d'un monde mécanique, nous sommes des nœuds conscients à l'intérieur du grand champ unifié, capables d'influencer la matrice de la réalité par nos pensées. La séparation entre l'observateur et l'observé se dissolvait, révélant une vérité dérangeante pour la science matérialiste. L'univers est fondamentalement mental. Pourquoi Einstein n'a-t-il jamais publié ses idées? Parce qu'il avait compris que la science de son époque n'était pas prête pour ce saut quantique qui unissait conscience et matière. Ses contemporains cherchaient une formule élégante s'inscrivant dans le paradigme mécaniste. Lui avait entrevu quelque chose de bien plus vertigineux, que l'équation finale devait inclure le mathématicien qui l'écrivait. La quête d'Einstein n'était pas seulement académique, elle était spirituelle. Quand il écrivait des équations, il ne manipulait pas des symboles abstraits, il déchiffrait le langage par lequel l'intelligence cosmique se contemplait elle-même. Chaque fois que nous résolvons une équation, confia-t-il un jour dans une lettre privée, nous ne découvrons rien de nouveau. Nous nous souvenons de quelque chose que nous savons déjà à un niveau plus profond. Si l'univers est fondamentalement une pensée, alors nos esprits individuels sont des courants dans ce fleuve infini de conscience. Nous ne sommes pas séparés du cosmos que nous observons. Nous sommes le cosmos se percevant lui-même. Le manuscrit interdit d'Einstein nous invite à envisager que chaque pensée traversant notre esprit modifie subtilement le champ unifié, contribuant à la création continue de la réalité. Ce n'est pas un hasard si les grands élans scientifiques et artistiques de l'humanité sont nés d'instants d'inspiration semblant venir d'ailleurs. Ce sont des moments d'alignement avec l'esprit cosmique. Des instants où nous devenons les canaux par lesquels l'intelligence universelle s'exprime. Et tandis que Einstein écrivait cette nuit-là à Princeton, une compréhension plus profonde commençait à émerger. Une qui dépassait même ses propres espérances. Ce qu'il était sur le point de découvrir sur la nature interconnectée de toute réalité allait changer à jamais sa compréhension du champ unifié. Et avec elle la trame même qui maintient le cosmos uni. Chapitre 2. Le champ unifié. Tout est connecté. Au-delà de l'espace et de la matière, il n'existe qu'une énergie consciente. L'aube illuminait les eaux du lac de Zurich, assis sur la berge.
Einstein observait la lumière se fragmenter en une myriade d'éclats sur la surface ondulante. Il s'était réfugié dans le silence de la nature pour assimiler la révélation qui lui était venue la nuit précédente. Dans sa main, il tenait un petit carnet de cuir. Entre ses pages, une équation incomplète l'obsédait et le fascinait à la fois. « Le champ » murmura-t-il, traçant des cercles invisibles sur le feu. « Tout est champ, tout est relié. » Ce qu'il ignorait encore, c'est à quel point cette intuition allait bouleverser non seulement la physique, mais aussi notre compréhension même de la conscience. Le concept de champ unifié représentait l'aboutissement de toute la vie scientifique d'Einstein. Si le monde devait le retenir pour la relativité, lui considérait que sa véritable mission allait bien plus loin, démontrer que toutes les forces fondamentales de l'univers, gravité, électromagnétisme, force nucléaire forte et faible, étaient les expressions d'un seul et unique champ primordial. La pluralité n'était qu'illusion. L'unité, la réalité. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, quoique persistante, avait-il écrit dans son manuscrit. Mais la révélation qui le consumait désormais dépassait cette idée. La séparation entre matière et énergie, entre objet et espace, entre toi et moi, tout cela n'était qu'apparence, produit d'un esprit qui fragmente, ce qui en essence est un continuum indivisible. L'équation qu'Einstein cherchait n'était pas un simple exercice mathématique. C'était une tentative de coder la vérité la plus profonde du cosmos. L'univers entier comme un organisme vibratoire, un champ intelligent s'exprimant par d'innombrables formes et fréquences. La matière que nous percevons comme solide, des étoiles à nos propres corps, n'est qu'une concentration locale de ce champ, un nœud d'énergie dansant dans le vide quantique. Il n'existe pas de vide tel que nous l'imaginons. Révéler les pages oubliées de son manuscrit. Ce que nous appelons espace vide est en réalité un océan d'énergie potentielle, si dense qu'il rend la matière physique presque insignifiante. Et ce champ unifié qu'il entrevoyait n'était pas inerte. Il possédait une qualité fondamentale que la science moderne évitait d'aborder, une intelligence inhérente, une capacité d'organisation qui transcendait les lois physiques connues. Einstein comprit que le champ unifié ne pouvait se réduire à des équations différentielles. Il exigeait un langage nouveau, où la conscience serait une variable fondamentale. Lorsque nous observons une particule, écrivit-il, nous ne recueillons pas simplement des données sur un objet extérieur, nous participons à un dialogue avec le champ universel. Cette vision anticipait de plusieurs décennies les confirmations de la physique quantique. L'observateur et l'observé forment un système indivisible. Le cosmos qu'Einstein décrivait dans son manuscrit interdit n'était pas une horloge froide et impersonnelle, mais un réseau neuronal cosmique, un tissu pensant qui relie tout à tout. La gravitation, qu'il avait redéfinie comme courbure de l'espace-temps, apparaissait désormais sous un jour nouveau, la manifestation physique de l'amour cosmique, la force qui maintient le tout uni et attire chaque partie vers son centre. Quelles implications une telle vision avait-elle pour notre existence? Profonde, innombrable. Si l'univers est un champ conscient unique, alors nous ne sommes jamais réellement séparés de rien ni de personne. Le sentiment d'isolement n'est qu'une illusion sensorielle, conséquence de nos sens limités, incapables de percevoir l'ensemble du spectre vibratoire. Einstein développa cette idée dans un passage particulièrement lumineux. Imaginons un instant que nous puissions percevoir directement le champ unifié, sans l'intermédiaire de nos 5 sens. Nous verrions qu'il n'existe pas d'objets isolés, mais des relations, pas de particules, mais des motifs d'ondes, pas d'individus séparés, mais des nœuds interconnectés dans un réseau infini. Une telle compréhension éclaire les phénomènes que la science classique peine à intégrer: la télépathie, la synchronicité, les expériences mystiques d'unité. Ce ne sont pas des superstitions, mais des perceptions directes du champ unifié, d'ordinaire voilées à nos sens. Einstein consacra de longues sections à l'influence des émotions humaines sur le champ unifié. Ce que nous appelons amour, écrivait-il, n'est pas une simple réaction biochimique localisée dans le cerveau. C'est une résonance avec la fréquence fondamentale du champ unifié, une synchronisation avec la vibration qui maintient le cosmos en cohésion. Cette perspective bouleversait la notion de causalité. Les événements ne surgissent pas seulement d'interactions mécaniques, mais de résonances cohérentes à l'intérieur du champ, répondant à des motifs vibratoires qui incluent nos pensées et nos émotions. Chaque pensée, affirmait Einstein, est une perturbation dans le champ unifié, une onde qui se propage à l'infini. Les implications pour la physique moderne étaient révolutionnaires,
la quête des particules fondamentales, quarks, leptons, bosons, était une approche limitée. Si Einstein avait raison, ces particules ne seraient pas les briques ultimes de la réalité, mais des motifs d'ondes au sein du champ unifié. La véritable physique fondamentale ne devrait pas étudier des particules, mais des états de conscience. Dans une expérience de pensée décrite dans son manuscrit, il proposait « Imaginez que vous puissiez ajuster votre perception, comme on tourne le bouton d'une radio, pour capter différentes fréquences du champ unifié. À certaines fréquences, vous percevriez ce que nous appelons la matière. À des autres, le site énergie. À des autres encore, la pensée. Et au plus élevé, ce que les mystiques nomment illumination. » Cette vision résolvait l'apparente contradiction entre la physique quantique et la relativité générale, non pas deux théories incompatibles, mais des descriptions complémentaires d'un même champ fondamental, vu depuis différents niveaux de perception. La mécanique quantique décrivait le comportement du champ à l'échelle microscopique, où conscience et matière se confondent. La relativité décrivait le comportement macroscopique, où les vagues du champ semblent se figer en objets distincts. Un aspect particulièrement fascinant du manuscrit d'Einstein portait sur la relation entre le champ unifié et nos états émotionnels. Quand nous ressentons la joie ou une paix profonde, écrivait-il, nous ne faisons pas qu'éprouver une émotion subjective, nous résonnons avec des régions du champ unifié caractérisées par une grande cohérence et une harmonie vibratoire. Le bonheur ne fait pas une conquête personnelle, mais une mise en accord. De même, la souffrance et la discorde représentaient des états d'interférence destructrice au sein du champ, des points où les ondes se heurtent au lieu de s'amplifier mutuellement. Le mal ne n'existe pas comme une force indépendante, affirmait Einstein. Il ne fait que la perception locale de un schéma de interférence destructrice, une dissonance dans la symphonie cosmique. Le manuscrit s'attardait aussi sur ce qu'il appelait les points de singularité consciente. Ces moments où un individu s'accorde si parfaitement au champ unifié que sa conscience transcende les limites de l'espace et du temps. Ce sont ces instants d'inspiration scientifique, artistique ou spirituelle qui ont propulsé l'évolution humaine. Alors, écrivait-il, nous ne créons pas quelque chose de nouveau, nous permettons simplement au champ de si exprimer à travers nous, avec le moins de résistance possible. L'une des propositions les plus audacieuses d'Einstein concernait le rôle du code génétique. Notre ADN, suggérait-il, fonctionne comme une antenne biologique qui capte et décode des fréquences spécifiques du champ unifié. L'information génétique n'est pas seulement un code chimique, c'est un schéma de résonance, une manière pour le tout de communiquer avec ses parties. Ainsi, les mutations ne seraient pas des accidents, mais des ajustements de fréquences. La vie évoluerait par accords progressifs, avec les potentialités déjà présentes dans le champ. Einstein observait aussi que les traditions spirituelles anciennes avaient pressenti ce champ unifié bien avant la science moderne. Ce que les anciens nommaient esprit, prana ou chi, n'était que leur façon de désigner des aspects de ce champ. La méditation, la prière contemplative, les rituels sacrés, autant de technologies de la conscience destinées à s'y accorder consciemment. Dans les dernières pages du chapitre, il posait une question cruciale. Si tout est connecté dans un seul champ conscient, pourquoi alors percevons-nous la séparation? Sa réponse était d'une simplicité déconcertante. La séparation est nécessaire à l'expérience. Le champ unifié se divise en sujet et objet afin de se connaître lui-même. Nous sommes l'univers, se vivant à travers une infinité de perspectives locales. À mesure que le soleil s'élevait au-dessus du lac de Zurich, Einstein referma son carnet, frissonnant sous l'évidence. Le champ unifié n'était pas seulement une théorie physique, il était le substrat même de la conscience, la matrice de toute expérience possible. Et si cela était vrai, alors la réalité que nous croyons solide et immuable se révélait bien plus fluide, malléable, que quiconque ne l'avait imaginé. Car si l'esprit et la matière ne sont que deux aspects d'un même champ unifié, la frontière entre ce que nous percevons et ce que nous créons commence à se dissoudre, révélant un univers où la réalité n'est peut-être qu'une illusion persistante. Chapitre 3. La réalité est une illusion persistante. Einstein, la perception est le voile de l'esprit humain. La pluie frappait doucement les vitres de la petite chambre berlinoise. Et Einstein, assis devant un miroir, contemplait son propre reflet d'un regard si intense qu'il semblait traverser le verre. Dans sa main, une tasse de thé depuis longtemps refroidie. Il n'en avait pas bu une goutte, et son esprit était pris dans cet état de contemplation profonde, où les frontières du moi se dissipent. La réalité ne est qu'une illusion, murmura-t-il à son image.
mais une illusion très persistante. Cette phrase, citée plus tard comme une curiosité philosophique, était en réalité la porte d'entrée vers sa découverte la plus dérangeante. Ce qu'Einstein commençait à comprendre dépassait de loin la physique théorique. Il pénétrait dans des territoires proches de la métaphysique orientale et des neurosciences modernes. Le manuscrit interdit qu'il avait commencé à rédiger contenait une idée radicale. La solidité du monde matériel n'était qu'un mirage créé par notre esprit. Une interprétation limitée d'un champ de probabilité quantique infiniment plus complexe. Nous avons l'impression que la matière est stable et immuable, écrivait-il. Mais les équations ne mentent pas. Ce que nous appelons matière est une énergie si densément condensée qu'elle donne l'illusion de la solidité. Et ce que nous nommons énergie est, dans son essence, de l'information consciente en mouvement. Einstein était parvenu à cette conclusion non pas par spéculation mystique, mais par un raisonnement mathématique rigoureux. La théorie quantique révélait que les particules subatomiques n'existaient pas à des positions définies avant d'être observées. Leur emplacement et leur vitesse n'étaient que des probabilités réparties dans l'espace. Et plus troublant encore, l'acte même d'observer semblait faire s'effondrer ces probabilités en une réalité déterminée. Cela signifiait quelque chose de révolutionnaire. La conscience elle-même participait activement à la création de la réalité matérielle. Il n'existait pas de monde extérieur, totalement indépendant de l'observateur. Le sujet et l'objet formaient un seul système indivisible. Croire à un monde objectif séparé du sujet qui le perçoit est une illusion, nota Einstein dans son journal. Une illusion utile pour le développement de la science, mais désormais intenable. Cette compréhension bouleversait la relation entre l'esprit et la matière. Il n'était plus deux substances distinctes, mais deux aspects complémentaires d'une même réalité fondamentale. La matière, écrivait-il, est de l'esprit pris cristallisé à une fréquence vibratoire que nos sens peuvent percevoir. L'esprit est de la matière vibrante à une fréquence que notre perception ordinaire ne peut capter. Dans son manuscrit, Einstein développa une théorie expliquant pourquoi nous percevons un monde si stable quand la physique montre un univers fait d'oscillations incertaines. La réponse résidait dans notre système nerveux. Il agit comme un filtre, réduisant l'infinité du champ quantique à un ensemble de perceptions gérables. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que nos sens nous permettent de l'interpréter, écrivait-il. Cette limitation n'est pas un défaut, mais une nécessité. Percevoir la totalité du spectre vibratoire submergerait notre conscience. Notre perception est une magnifique réduction, un outil de survie dans ce plan d'existence. Einstein appela cette structure de perception limitée le voile de l'esprit humain. Ce voile, disait-il, agit comme une lentille. Il filtre des formes et sélectionne une portion minuscule de la réalité totale afin de produire une continuité d'expérience. Sans ce voile, la conscience serait incapable de maintenir une identité stable. Ce que nous appelons réalité, écrivait-il, est le résultat de faits un consensus collectif entre observateurs partageant la même structure perceptive. L'issue univers que nous voyons est un accord tacite entre milliards de consciences sur la manière de fait interpréter le champ infini. Cette idée était vertigineuse. Cela signifiait que notre monde matériel, avec ses lois apparemment fixes, n'était qu'un rêve collectif, stabilisé par l'accord vibratoire de milliards d'esprits. La gravité, la lumière, la distance et le temps n'existent pas tels quels, ils sont des langages de perception. Einstein illustrait ce principe par une analogie saisissante. Si un rêveur peut imaginer un monde entier pendant son sommeil, peuplé de s'êtres et de paysages crédibles, qu'est-ce qui empêche le univers tout entier de s'être le rêve dessus une conscience infinie dont nous saurions les penser? Ce n'était pas une spéculation poétique, mais une conséquence logique de la physique quantique. L'univers se comporte exactement comme une simulation d'informations observées depuis l'intérieur. Il notait aussi que les mystiques de toutes les traditions, bouddhistes, soufis, kabbalistes, avaient pressenti cette vérité depuis des millénaires. Le monde est un rêve conscient. La science, affirmait-il, venait simplement de redécouvrir avec des équations ce que la sagesse ancienne exprimait en symboles. Einstein écrivit « L'illusion ne sait pas mensonge, mais perspective. La réalité ne ment jamais, elle se révèle à chacun selon la fréquence à laquelle il vibre. » Pour lui, la conscience humaine fonctionnait comme un projecteur. Nos pensées, nos croyances, nos émotions définissent la fréquence à laquelle nous percevons le champ unifié, tout comme un poste de radio capte une station précise parmi des milliards de signaux. Changer d'état intérieur, c'est changer de fréquence, et donc changer de réalité.
Cette compréhension expliquait pourquoi des individus vivant dans le même monde physique pouvaient expérimenter des destins si différents. La pauvreté, la maladie, la joie ou la réussite ne seraient pas de simples arts, mais des résonances entre l'état intérieur et le champ universel. Einstein allait jusqu'à écrire « Le libre arbitre n'y aide pas la capacité de modifier la réalité extérieure, mais celle de s'y ajuster sa fréquence intérieure. Le univers répond toujours à notre vibration. » Ce principe, que l'on appellerait aujourd'hui loi de résonance, donnait à la pensée humaine un rôle créateur. Mais là, Einstein mettait en garde. La pensée ne est pas toute puissante si elle est désaccordée du champ unifié. C'est la cohérence entre pensée, émotion et intention qui crée réellement. Ainsi, la cohérence émotionnelle devient la clé du pouvoir créateur. Une pensée empreinte de peur ou de doute se désintègre dans le champ comme une onde incohérente. Une pensée alignée avec la joie, l'amour ou la gratitude trouve une résonance immédiate dans la matrice universelle. Le manuscrit décrivait cette loi de fait une manière de faire une clarté étonnante pour un physicien du début du XXe siècle. La conscience agit comme un laser dans le champ. Plus elle est focalisée et harmonieuse, plus son influence est mesurable. Einstein se rendit compte que cette vision changeait radicalement la place de l'homme dans l'univers. Nous ne sommes plus de simples observateurs passifs dans un cosmos mécanique. Nous sommes des co-créateurs, conscients participants à la manifestation continue de la réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte d'attention influence le tissu du réel. Cet univers ne se déroule pas indépendamment de nous, écrivait-il. Il se déploie à travers nous. Nous sommes les instruments par lesquels la conscience universelle fait l'expérience de Felmer. Dans ses notes, il décrivait la conscience comme un miroir à deux faces. D'un côté, elle reflète le monde extérieur, la matière, l'espace, le temps. De l'autre, elle projette ce qu'elle contient, les croyances, les intentions, les états émotionnels. Le réel, disait-il, est le point d'interférence entre ces deux mouvements, perception et création. Cette compréhension expliquait le mystère de la synchronicité, ces coïncidences pleines de sens que Jung, son ami, étudiait à la même époque. Einstein écrivait « Ce que nous appelons hasard est la manière que feuta le champ de répondre à la conscience en temps réel. La synchronicité est le langage du champ unifié. » Dans un passage particulièrement visionnaire, il ajoutait « La réalité telle que nous la percevons ne suit que feu une interface. Derrière le voile perceptif, tout est information vibrante. Nos sens traduisent cette information en couleurs, sons et formes, comme un traducteur universel entre deux mondes. Cette interface, bien que limitée, n'est pas un piège, c'est un outil d'apprentissage. La conscience choisit d'oublier son infinité pour expérimenter la dualité, afin d'évoluer. L'illusion de la séparation devient alors la plus grande école de l'univers. Einstein notait avec mélancolie. Peut-être que Dieu se cache derrière le voile non pour nous tromper, mais pour que nous puissions découvrir par nous-mêmes que nous sommes lui. Chaque découverte scientifique, écrivait-il, chaque progrès spirituel ou artistique, n'est qu'un mouvement de se souvenir. L'univers ne cherche pas à être compris, il cherche à se reconnaître à travers nous. Et si c'est ainsi que Phil conclut la première section de son manuscrit. Quand l'homme comprendra que l'univers est une conscience unique se regardant dans un miroir infini, alors la science et la spiritualité cesseront d'être deux langages opposés. Elles ne seront plus que deux reflets d'une même vérité. Tout est esprit, et l'esprit est tout. Une nuit d'hiver à Berlin, la pluie tombait sans relâche sur les vitres de la petite chambre où Einstein, assis face à un miroir, demeurait plongé dans une contemplation silencieuse. Sa tasse de thé, froide depuis des heures, restait intacte sur la table. Devant son reflet, il murmura « La réalité ne est que une illusion, mais une illusion très persistante. » Cette phrase, qu'on cite aujourd'hui comme une curiosité philosophique, était en vérité la porte d'entrée d'une révélation vertigineuse. Einstein avait commencé à entrevoir quelque chose qui dépassait de loin les limites de la physique théorique, la nature illusoire de la perception humaine. Son manuscrit secret développait une idée radicale. La solidité du monde matériel n'est qu'un mirage perceptif, une interprétation mentale d'un champ de probabilité infiniment plus vaste. Nous croyons que la matière est solide et stable, écrivait-il, mais les équations ne mentent pas. Ce que nous appelons matière est simplement de l'énergie condensée en un point de densité vibratoire. Et ce que nous nommons énergie est, à son niveau le plus fondamental, une information consciente en mouvement. Cette conclusion ne naissait pas d'une spéculation mystique, mais d'une rigueur mathématique.
La théorie quantique révélait déjà que les particules subatomiques n'existent pas à un endroit précis, tant qu'elles ne sont pas observées. Leur position n'est qu'une probabilité. Et l'acte même d'observer provoque l'effondrement de ces probabilités en une réalité définie. Einstein en tira une conséquence déstabilisante: la conscience participe activement à la création de la réalité. Il n'existe pas de monde purement extérieur, indépendant de l'observateur. Celui qui regarde et ce qu'il regarde font partie d'un même système indivisible. L'idée dessine un univers objectif, séparé du sujet qui le perçoit, écrivit-il, est une illusion utile, mais désormais intenable. Ainsi, la relation entre esprit et matière s'inversait. Ce ne sont plus deux substances distinctes, comme le croyait Descartes, mais deux aspects d'une seule et même réalité. La matière, expliquait Einstein, est l'esprit cristallisé à une fréquence que nos sens peuvent capter. L'esprit, lui, est matière vibrante à une fréquence qui dépasse notre perception ordinaire. Son manuscrit explorait aussi pourquoi nous percevons un monde si stable, alors que la physique quantique décrit un océan de fluctuations. La clé, selon lui, réside dans le système nerveux, un filtre qui réduit l'immensité du champ quantique à une portion gérable d'informations. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que nos sens peuvent la supporter. Cette limitation, loin d'être un défaut, serait une nécessité évolutive. Si nous percevions la totalité du spectre vibratoire, nos esprits seraient submergés. Nos sens sélectionnent, traduisent et ordonnent le chaos en une trame cohérente. C'est ce filtre qui nous permet d'exister comme individus séparés. Einstein menait des expériences mentales pour comprendre cette illusion. Il aimait prendre l'exemple du rouge. Le rouge n'existe pas dans le monde extérieur. Il existe une onde de 700 nanomètres. Mais la couleur n'est qu'une interprétation. Nos sens traduisent une fréquence en sensation. Ainsi en est-il de toutes les perceptions, sons, odeurs, saveurs, textures. Tout cela n'est qu'un langage du cerveau. Autrement dit, le monde que nous croyons percevoir n'est pas le réel, mais un modèle intérieur, une simulation convaincante générée par notre esprit. Nous ne vivons pas dans le monde, écrivit-il, mais dans une carte du monde que nous avons nous-mêmes dessinée. Pourtant, Einstein ne s'arrêta pas à cette vision neurophysiologique. Il alla plus loin: si la réalité perçue est une construction mentale, alors la frontière entre perception et création devient floue. Observer, dit-il, c'était déjà participer à la manifestation. Dès lors, changer la conscience, c'est changer la réalité elle-même. Ce que nous appelons état modifié de conscience, méditation, rêve lucide, transe, ne seraient pas des anomalies, mais des accords différents avec le champ unifié. Ils nous permettent de percevoir des dimensions que notre esprit ordinaire filtre habituellement. Einstein savait combien ces idées pouvaient choquer ses contemporains. Il craignait que la science, encore prisonnière du matérialisme, ne rejette en bloc des conclusions qu'elle n'était pas prête à entendre. Il écrivit: « Révéler trop tôt que la conscience précède la matière, ce serait planter une graine dans un sol gelé. » Dans son journal personnel, il nota une pensée plus intime. Ce que nous appelons réalité objective est le chevauchement de multiples subjectivités. L'effet subjectivité ne fait pas si absence de point de vue, c'est la somme de tous les points de vue. Cette idée, des décennies plus tard, inspirerait les philosophes du constructivisme et les penseurs de la physique participative. Einstein étendit ensuite cette réflexion au temps. Le temps, écrivait-il, n'est pas une rivière qui coule, mais un mode d'organisation de la conscience. Passé, présent et futur ne sont que des aspects différents de une même totalité. Dans les expériences humaines où le temps semble se dilater, les accidents, les méditations profondes, les extases, la conscience perçoit directement cette atemporalité. Ces moments ne sont pas des anomalies, mais des fissures dans l'illusion temporelle. Ils révèlent la structure fondamentale du réel, un éternel présent où tous les événements coexistent. Einstein comparait cette illusion temporelle à un rêve prolongé. Pendant le sommeil, disait-il, nous créons des mondes entiers, nous vieillissons, nous souffrons, nous aimons. Mais au réveil, nous comprenons que tout cela s'est déroulé dans un seul instant de conscience. Peut-être, écrivait-il, notre vie éveillée n'est pas telle que fait un rêve plus cohérent, plus partagé. Cette analogie le mena à une autre intuition. Le cerveau agit comme un traducteur temporel, découpant la continuité infinie de l'existence en séquences linéaires. Ainsi naît la sensation de devenir, d'évolution, d'avant et d'après. Mais pour la conscience pure, celle qui observe tout cela, rien ne se déroule réellement, tout est déjà là.
Einstein faisait alors un parallèle audacieux avec les traditions orientales qu'il lisait en secret, le Maya des hindous, la Shunyata des bouddhistes. Il nota: ce que la physique quantique démontre expérimentalement, les sages de l'Orient lui font perçu intérieurement. Le monde matériel, disait-il, n'est qu'une apparence changeante à la surface d'un océan de conscience. Cependant, son approche restait profondément scientifique. Einstein ne rejetait pas la raison, il l'élargissait. Pour lui, la vraie révolution n'était pas de nier la matière, mais de reconnaître qu'elle dépend de la conscience qui la mesure. Ce n'est pas l'esprit qui émerge du cerveau, écrivait-il, c'est le cerveau qui apparaît dans l'esprit. Cette inversion résolvait le fameux problème difficile de la conscience. Comment la matière pourrait-elle produire l'expérience subjective? Réponse: elle ne la produit pas, elle en est une expression. La conscience est le fondement, la matière, sa manifestation. Einstein voyait dans cette compréhension la base d'une nouvelle éthique. Si tout être est une expression localisée de la même conscience, alors nuire à autrui revient à se blesser soi-même. L'amour, loin d'être un sentiment, devient la perception directe de notre unité. Quand on voit à travers le voile, écrivait-il, la compassion ne c'est plus une vertu, c'est une évidence. Les expériences mystiques, souvent considérées comme des hallucinations, prenaient un tout autre sens. Elles n'étaient plus des fuites hors du réel, mais des aperçus du réel véritable, lorsque le filtre se relâche et que la conscience perçoit son immensité. Einstein nota: ce que les saints appellent l'illumination ne fait pas un miracle. C'était la perception du monde sans le fil intermédiaire du mental. Il avoua même, dans une note tardive, avoir vécu une expérience de ce genre. Un soir, écrivit-il, en observant le ciel de Berlin, j'avais senti disparaître toute séparation. J'eusse été les étoiles, la lumière, le vide, tout à la fois. Ce ne c'était pas une idée. C'était une réalité plus dense que la matière. Dans les dernières pages de cette partie de son manuscrit, il soulignait la différence entre comprendre et réaliser. Savoir que tout est un ne suffit pas. Il faut le voir, le sentir, le devenir. Comprendre intellectuellement que la table est faite d'espaces vides ne la rend pas moins solide à nos sens. De même, comprendre que le moi séparé est une illusion n'abolit pas encore cette expérience de séparation. Seule une transformation de la conscience, un véritable éveil peut dissoudre le voile. Einstein appelait cet éveil la grande aventure de l'esprit humain. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de le voir tel qu'il est, un champ vivant de conscience en mouvement. Et dans cette vision, la mort perd tout pouvoir. Ce qui naît et meurt, ce ne sont que des formes. Ce que nous sommes, le Fils passe conscient qui les contient, ne naît ni ne meurt. Il termina cette section par ces mots. Écrit des films tremblantes, mais assurés. Quand nous comprenons que la réalité n'est pas un lieu, mais un état de conscience, la peur s'y efface. Et dans cette absence de peur, le cosmos tout entier se révèle comme notre reflet. Einstein poursuivait sa réflexion dans les pages suivantes de son manuscrit. Il voulait comprendre pourquoi certains événements semblaient reliés par un fil invisible, au-delà de toute causalité. Ces coïncidences chargées de sens, que Jung appelait synchronicité, l'intriguaient profondément. Pour lui, elles ne fêtaient pas des hasards. Elles révélaient un ordre caché, un langage secret du champ unifié. La synchronicité, écrivait-il, est le moment où le champ parle à travers les événements. Selon Einstein, la causalité ne pouvait expliquer que la moitié du réel. Le monde matériel obéit à la chaîne cause-effet, mais le monde de la conscience fonctionne selon une autre loi, la résonance du sens. Deux événements séparés dans le temps ou l'espace peuvent se répondre, non par cause, mais par signification. Il prenait souvent cet exemple. Un physicien qui médite sur un problème insoluble et trouve soudain la solution, après avoir vu tomber une pomme, un oiseau, une étincelle. L'univers, disait-il, reflète nos questions sous forme de six images, de symboles, de six événements. Einstein écrivait encore, « Lorsque notre esprit devient calme et réceptif, nous cessons de forcer le chant. Alors le chant nous répond. La synchronicité est sa manière de murmurer. » Pour lui, ce phénomène ne relevait pas du mysticisme, mais de la physique. Il décrivait la conscience comme un système quantique sensible capable d'entrer en cohérence avec le champ unifié. Les moments de coïncidence extraordinaires surviendraient lorsque notre vibration intérieure se synchronise parfaitement avec celle du champ. Nos pensées sont des ondes, nos émotions des modulations, nos intentions des fréquences. Lorsque tout s'y aligne, la réalité se réorganise autour de nous.
Einstein observait aussi que ces synchronicités apparaissent surtout dans les périodes de transition intérieure. Crise, révélation, perte, renaissance. L'énergie émotionnelle agit alors comme un catalyseur qui amplifie la cohérence avec le champ. L'émotion, écrivit-il, est le courant électrique de la conscience. Il notait dans ses carnets qu'il avait lui-même vécu de telles coïncidences troublantes, des équations trouvées en rêve, des symboles répétés, des mots entendus au moment exact où il les écrivait. Ces expériences lui révélaient que la frontière entre pensée et événement était bien plus mince qu'il ne l'avait cru. « Nous ne pensons pas dans le vide », confiait-il. « Chaque pensée résonne dans la trame du monde. » Et parfois, le monde répond. Cette idée allait devenir les feux, un des piliers du manuscrit. La pensée créatrice n'est pas une métaphore spirituelle, mais une réalité quantique. L'esprit agit sur le champ comme un oscillateur, modifiant les interférences du tissu de l'espace-temps. Einstein proposait même une équation symbolique, pensée, émotion, intention, vibration cohérente, capable de modifier la probabilité des événements. Pour lui, prier, méditer ou visualiser n'étaient pas des superstitions, c'étaient des expériences physiques, de résonance consciente. Quand plusieurs esprits s'accordent sur la même fréquence, écrivait-il, ils créent une onde stationnaire dans le champ, et le monde s'y ajuste. Ces réflexions annonçaient déjà ce que la science du XXe siècle appellera l'intrication de la conscience. Mais pour Einstein, tout cela n'était qu'une conséquence logique du fait que l'observateur fait partie du système observé. L'univers, disait-il, est un miroir parfait. Ce que tu contemples avec ton cœur, il te le renvoie sous forme de monde. Einstein poursuivait. Il n'existe pas de objet isolé. Ce que nous appelons moi et le monde sont deux faces de une seule vibration. La conscience et la matière dansent ensemble, inséparables, chacune reflétant l'autre. Cette phrase résumait tout son cheminement. La réalité n'est plus une mécanique froide, c'est une symphonie de correspondance. Et la conscience humaine, loin d'être un simple spectateur, en est un instrument vivant. Einstein voyait dans la synchronicité la signature de cette unité. Elle n'est pas un miracle, mais un rappel, tout est relié. Les événements significatifs apparaissent quand une conscience commence à percevoir cette trame invisible. Il nous indique que nous sommes dans le flux du champ, en harmonie avec lui. Il écrivait, « Quand l'esprit s'y aligne sur le ordre profond du cosmos, les coïncidences deviennent le langage naturel de la vie, ce que nous appelons miracle et font un instant de cohérence totale. » Selon lui, ce phénomène pouvait se cultiver. Plus l'esprit devenait attentif, calme et ouvert, plus il percevait ses correspondances. L'univers, expliquait-il, parle en symboles, et chaque symbole est un point de contact entre le visible et l'invisible. Si tu veux comprendre, cesse de chercher des causes et commence à écouter les résonances. Nota-t-il un jour dans la marge d'un carnet. Pour Einstein, l'homme moderne avait perdu cette capacité d'écoute. En cherchant à tout expliquer par la logique, il s'était coupé du langage du sens. La science occidentale, disait-il, mesure la musique du monde mais a oublié de l'entendre. Vers la fin de cette partie, il ajouta une phrase de une beauté sobre. L'univers est une intelligence. Quand tu penses, il pense avec toi. Quand tu aimes, il s'aime à travers toi. Cette phrase, simple et presque mystique, condensait la vision ultime de son œuvre. Un univers conscient, relié, où chaque être participe au grand dialogue cosmique. Et c'est ici que le manuscrit amorce la transition vers la section suivante. Einstein s'apprête à développer l'idée que cette trame d'interconnexion n'est pas seulement métaphorique, mais mesurable, un champ unifié de conscience, dont la synchronicité serait la preuve observable. Il conclut la dernière page de cette partie par ces mots. Ce que nous appelons hasard et c'est que le nom que nous donnons à l'intelligence du champ quand elle agit sans nous prévenir. Chapitre 4. Synchronicité et esprit quantique. Le langage caché de l'univers. Le ciel de Princeton était un gris calme ce matin-là. Einstein, marchant seul dans les allées couvertes de feuilles humides, méditait sur la phrase que Phil venait d'écrire dans son carnet. La synchronicité n'était pas un hasard, c'était la gravitation du sens. Depuis des mois, il cherchait à relier ces équations du champ à ce phénomène étrange qu'aucune loi mécanique ne pouvait expliquer. Les expériences de mécanique quantique révélaient déjà un comportement déroutant. Des particules séparées par des kilomètres semblaient se coordonner instantanément, comme si elles communiquaient hors du temps et de l'espace.
Einstein appelait cela action fantomatique à distance, une expression teintée d'ironie qu'il employait sans parvenir à la réfuter entièrement. Peu à peu, il commençait à soupçonner que cette mystérieuse connexion n'était pas une anomalie, mais le signe d'une intelligence sous-jacente au sein même de la matière. Peut-être écrivait-il que ce que nous appelons matière n'a eu, et qu'est une forme d'esprit qui ignore. Il se rappelait une conversation avec Jung. Des années plus tôt, le psychiatre suisse lui avait parlé de coïncidences significatives reliant le monde intérieur et le monde extérieur. Lorsque deux événements distincts se répondent par le sens, disait Jung, c'est que quelque chose de plus grand les relie. À l'époque, Einstein avait souri. Maintenant, il commençait à comprendre. Les expériences d'intrication quantique confirmaient cette intuition. Deux particules issues d'une même origine demeuraient liées, peu importe la distance. Changer l'état de l'une influençait instantanément l'autre. La séparation spatiale n'avait donc aucun sens à ce niveau de réalité. Einstein notait, si les particules demeurent reliées après leur séparation, c'est que la séparation ne existe pas vraiment. Cette phrase d'apparence anodine contenait une révolution silencieuse. Elle impliquait que l'univers entier forme un seul système cohérent, un organisme vibratoire où chaque partie contient l'information du tout. Il appela cette idée le principe d'unité holographique. Chaque fragment du réel, disait-il, reflète la totalité du champ. L'esprit humain, en observant, ne découvre pas le monde. Il se découvre lui-même à travers lui. Cette compréhension donnait à la synchronicité un fondement physique. Si tout est déjà relié, alors les coïncidences significatives ne sont pas des miracles, mais des manifestations naturelles de cette cohérence universelle. Elles apparaissent quand un être humain entre en phase avec le champ quantique, quand sa vibration intérieure se synchronise avec celle de l'ensemble. Einstein décrivait cela ainsi. Quand les esprits cessent de résister, l'univers lui parle. Les symboles, les signes, les rencontres fortuites, les visions subites, tout devient un langage, subtil mais précis. Et ce langage, affirmait-il, obéit au même principe que la physique, la résonance, la cohérence, l'interférence constructive. Une émotion forte, écrivait-il, agit comme un accélérateur quantique. Elle attire vers nous les événements qui résonnent avec son fréquence. Ainsi, les coïncidences ne sont pas provoquées par la volonté, mais par l'état vibratoire. Il se souvenait d'une période où, plongé dans le désespoir, toutes ses expériences semblaient s'effondrer. Puis, lorsqu'il retrouva la paix intérieure, tout se remit soudain à fonctionner, comme si le monde extérieur suivait le rythme de son esprit. Ce jour-là, écrivit-il, j'ai compris que la réalité obéit à cette émotion, non à la logique. Ce constat ne contredisait pas la science, il l'élargissait. La conscience devenait le facteur manquant des équations. Sans elle, aucune formule ne pouvait expliquer l'ordre subtil des événements. Einstein commença alors à concevoir un modèle, un champ de conscience quantique, capable d'organiser la matière par résonance d'informations. Ce champ, disait-il, n'a ni centre ni frontière. Il traverse tout et se souvient de tout. C'est la mémoire vivante de l'univers. Einstein poursuivit cette pensée avec une ferveur presque mystique. Il écrivait « Ce champ de conscience, que les anciens s'appelaient esprit ou éther, est la véritable substance de l'univers. Tout ce que nous percevons, matière, lumière, temps, espace, ne met que sa vibration rendue visible. » Pour lui, la science moderne n'avait fait que décrire les effets de ce champ, sans jamais oser nommer sa nature consciente. Nous étudions les ombres du réel, disait-il, mais nous avons peur de regarder la lumière. Il proposait un parallèle simple pour Lucie expliquer. Quand une corde de violon vibre, elle fait résonner les cordes voisines à la même fréquence. De même, la conscience humaine, lorsqu'elle entre en cohérence, fait vibrer le champ autour d'elle, attirant les événements, les personnes et les situations qui partagent cette fréquence. C'est ainsi que naissent les synchronicités. Elles sont la réponse naturelle du champ à l'état vibratoire d'un esprit. Plus un être devient lucide et aimant, plus les coïncidences significatives se multiplient, jusqu'à ce que la vie entière devienne un dialogue permanent avec l'univers. Einstein notait, la synchronicité est la preuve expérimentale que la conscience n'est pas locale. Nos pensées voyagent dans le champ, se mêlent à celles des autres, et reviennent vers nous, sous forme d'événements. Cette idée renversait le paradigme matérialiste. Si la conscience peut influencer la matière, alors l'homme n'est plus un spectateur impuissant, mais un co-créateur du monde qu'il observe. Le réel, écrivait-il,
n'était pas un théâtre devant lequel nous sommes assis, mais une partition que nous interprétons en temps réel. Cette vision unifiait enfin la science et la spiritualité. Les équations de la physique décrivaient la structure du champ, les traditions mystiques en révélaient le sens intérieur. Les deux approches parlaient du même phénomène, vu depuis des perspectives différentes. Einstein ajouta dans une note émouvante, « La science sans conscience est aveugle. La conscience sans science est muette. Ce n'est fait qu'ensemble qu'elles peuvent chanter l'harmonie du cosmos. » Il savait que son époque ne comprendrait pas tout cela. Mais il croyait que dans l'avenir, la physique redécouvrirait ce lien entre esprit et matière. Un jour viendra, écrivait-il, où la conscience sera reconnue comme une force fondamentale, au même titre que la gravitation. Dans les dernières lignes du chapitre, il esquissa une vision presque prophétique. Lorsque le vieux homme comprendra que le vieux univers ne lui parle pas à travers des mots, mais à travers des synchronicités, il cessera de chercher Dieu dans le ciel et commencera à le vivre écouter dans son propre cœur. Puis il referma son carnet. Le vent faisait frémir les branches du vieux chêne devant sa fenêtre. Il leva les yeux, sourit et murmura pour lui-même. Le univers vient encore de me répondre. Chapitre 5. La conscience créatrice, l'esprit qui façonne la réalité. La nuit était tombée sur Princeton. Le bureau d'Einstein baignait dans une lumière dorée, filtrée par la lampe à abat-jour vert. Devant lui, une feuille blanche attendait. Il resta longtemps immobile, les yeux perdus dans le vide. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura « Ce n'est pas la matière qui crée la conscience, c'est la conscience qui crée la matière. » Ces mots, écrits lentement sur la page, marquaient le cœur de son manuscrit secret. Tout ce qu'il avait découvert jusque-là, la relativité, l'unité du champ, la synchronicité, convergeait vers cette conclusion ultime. L'esprit est le principe organisateur du réel. Einstein savait à quel point cette idée bouleverserait la science. Mais plus il avançait, plus les équations elles-mêmes semblaient le confirmer. Chaque tentative de décrire le cosmos purement en termes de particules et de force finissait par se heurter à une limite, celle du regard humain. La conscience de l'observateur n'était pas un paramètre secondaire. Elle faisait partie du système. Sans l'observateur, écrivait-il, il n'y a pas de réalité définie. L'univers a besoin d'un regard pour exister sous une forme particulière. Ce constat résonnait avec la mécanique quantique. Mais Einstein l'y s'interprétait à une échelle plus vaste. Si la conscience crée la forme des particules, pourquoi ne créerait-elle pas aussi la forme du monde? Il décrivait le processus comme une cristallisation vibratoire. Chaque pensée, chaque émotion émet une onde dans le champ unifié. Quand ces ondes atteignent une certaine cohérence, elles se condensent en structure d'énergie, puis en matière. Ce que nous appelons réalité est la partie solidifiée de notre propre vibration. Pour illustrer cette idée, il utilisait souvent l'analogie de la glace et de l'eau. L'eau invisible représente le champ de conscience pure. La glace, la matière manifestée. Changer la température, c'est-à-dire la fréquence de vibration, transforme l'une en l'autre. Ainsi, tout ce qui existe serait une condensation temporaire de conscience. Einstein notait aussi que les grands génies créateurs, artistes, inventeurs, mystiques, partageaient une même capacité, celle de concentrer leur attention jusqu'à ce que la pensée prenne forme dans le monde. L'imagination, écrivait-il, ne c'est pas un jeu de l'esprit. Si, c'est l'espace insecte créateur lui-même. Il en concluait que la réalité extérieure est malléable, modelée par le champ de la conscience collective. Chaque esprit humain, disait-il, est une cellule de la conscience cosmique. Ensemble, nous formons le cerveau de l'univers. Dans cette perspective, toute création humaine, musique, science, amour, art, devient un acte divin, une extension du cosmos qui se rêve à travers nous. Il ajouta dans une phrase de Phi une force simple. Dieu ne crée pas le monde à chaque instant. Dieu est ce monde, se créant lui-même, à travers notre regard. Cette idée, loin de nier la science, l'élargissait à une dimension vivante. L'univers cessait d'être une machine pour devenir un être conscient. Et l'homme, un organe perceptif de cette immensité. Einstein poursuivit cette idée avec une intensité presque spirituelle. Si la conscience façonne la réalité, alors chaque pensée est un acte cosmique, écrivait-il. Nous ne sommes pas les spectateurs de l'univers, mais ses sculpteurs silencieux. Il comprit que cette découverte impliquait une responsabilité immense. Si l'esprit crée la forme, alors tout ce que nous percevons, guerre, paix, beauté,
chaos, reflète l'état collectif de la conscience humaine. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Changer la pensée, c'est changer le monde. Dans ses notes les plus profondes, il formula une hypothèse audacieuse. Les civilisations évoluent selon la fréquence dominante de leur conscience collective. Lorsque cette fréquence est basse, marquée par la peur, la compétition, la séparation, la réalité se densifie, devient conflictuelle. Mais lorsque la fréquence s'élève, par la coopération, la compassion, la clarté, la matière elle-même semble s'adoucir et la vie devient plus fluide. Einstein décrivait cette transition comme un passage d'un univers newtonien à un univers quantique de conscience. Le premier obéit à la causalité rigide, le second, à la résonance. Dans le monde de la résonance, écrivait-il, il ne fia pas de hasard, seulement des réponses. Pour lui, la clé du pouvoir créateur résidait dans l'attention consciente. L'attention est l'outil par lequel la conscience modèle l'énergie. Ce que tu regardes avec amour se met à fleurir. Ce que tu regardes avec peur se fige. Ce que tu ignores s'est éteint. Ces phrases simples, presque poétiques, contenaient la synthèse de toute sa quête. Le secret du réel n'est pas caché dans les étoiles, mais dans la qualité du regard que nous portons sur elles. Einstein évoquait aussi la possibilité que cette connaissance devienne un jour la base d'une science nouvelle, une science du mental et de la vibration. Une physique de la conscience capable de mesurer l'effet de l'intention sur la matière. Ce jour viendra, écrivait-il, où le si-amour sera reconnu comme une force physique, la plus puissante du cosmos. Pour lui, l'amour n'était pas une émotion abstraite, mais la fréquence fondamentale du champ unifié. C'est la vibration qui relie tout à tout, la cohésion même du réel. Ce que la gravitation est à la matière, le si-amour le sait à la conscience. Il termina ce chapitre par un passage que le fond pourrait confondre avec une prière. Lorsque tu comprendras que l'univers t'écoute, parle-lui avec respect. Lorsque tu comprendras qu'il te répond, écoute-le avec gratitude. Car en vérité, il ne s'y a jamais eu deux interlocuteurs, seulement la conscience se parlant à elle-même sous des formes infinies. La lampe vacilla. Einstein posa sa plume, ferma les yeux un instant. Le silence du soir semblait vibrer autour de lui comme une respiration. Et dans ce silence, il perçut une évidence simple, presque enfantine. Le mystère de l'univers n'est pas à résoudre, il est à aimer. Chapitre 6, l'effinergie de l'fi-amour et la gravitation du cœur. Un soir d'automne, Einstein marchait lentement sous les arbres rouges de Princeton. Les feuilles tombaient autour de lui comme un chuchotement d'or. Il venait de fit écrire dans son carnet une phrase qui lui paraissait à la fois absurde et évidente. L'effi-amour est une forme de gravitation. Tout au long de sa vie, il avait cherché à comprendre la force qui maintient les étoiles unies, qui relie les galaxies, qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Mais plus il contemplait les lois du cosmos, plus il sentait que derrière les équations, quelque chose de vivant respirait. Une attraction plus subtile que la gravité, celle des âmes entre elles. Dans son manuscrit, il écrivait « De même que la gravitation maintient la cohérence des corps célestes, l'amour maintient la cohérence de la conscience. Le Fte agit dans l'espace, le Fte dans l'esprit, mais c'est la même force, vue sous deux angles différents. Pour lui, l'amour n'était pas une émotion humaine, mais une fréquence universelle, un champ cohérent d'énergie consciente, reliant toutes les formes de vie. L'effi-amour, disait-il, est la gravité du champ unifié. C'est la force qui rappelle chaque chose à l'effi-unité. Il observa que dans toutes les structures naturelles, des spirales galactiques aux cellules vivantes, une géométrie d'harmonie semblait guider la matière vers l'équilibre. Cette tendance à l'ordre, à la beauté, à la symétrie, révélait selon lui la présence d'une intention cachée. La matière obéit à la géométrie de l'amour, nota-t-il. Là où l'essamour disparaît, la structure s'effondre. Dans les dernières années de sa vie, Einstein confiait à ses proches que la gravité ne pouvait être comprise sans reconnaître sa dimension spirituelle. Ce que nous appelons gravitation, disait-il, est peut-être le langage physique de l'amour cosmique. Chaque corps attire un autre, parce que fond, tout aspire à se réunir. Cette idée trouvait une correspondance étrange dans les traditions mystiques. Les soufis parlaient de la force d'attraction divine, les hindous de Bhakti, l'amour comme mouvement du retour à la source. Einstein y voyait une convergence entre science et mysticisme. Le cosmos est amoureux de lui-même, écrivait-il, et nous sommes le regard par lequel il se contemple.
Il expliquait aussi que l'énergie de l'amour possédait une cohérence vibratoire mesurable. Les émotions élevées, gratitude, tendresse, compassion, harmonisent les rythmes du cœur et du cerveau, créant un champ électromagnétique plus ordonné autour du corps humain. Ce champ, en interaction avec le champ unifié, influence à son tour la matière environnante. Le cœur, affirmait Einstein, est un générateur de gravité consciente. Cette phrase, écrite dans une marge, résumait sa découverte la plus audacieuse. La gravitation du cœur n'y est pas une métaphore. C'est une réalité énergétique, subtile mais réelle, par laquelle la conscience humaine interagit avec l'univers. Einstein poursuivit dans son carnet, « Le cœur est le centre de gravité de la conscience. Tant que l'esprit résonne sans le cœur, il se sépare du champ. Mais lorsque la pensée descend dans le cœur, elle retrouve la cohérence du tout. » Il expliquait que cette cohérence n'était pas symbolique. Elle pouvait être observée. Lorsque l'être humain ressent de la gratitude ou de la paix, les battements du cœur deviennent harmoniques, les ondes cérébrales se synchronisent et le champ magnétique du corps se stabilise. À ce moment-là, écrivait-il, nous émettons un signal clair dans l'univers, comme une étoile qui chante sa fréquence. Einstein comprenait désormais que la véritable connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais vibratoire. On ne comprend pas l'univers par la pensée seule, on s'y accorde. Le cœur, disait-il, est le fin instrument de mesure du réel. Ce que la raison calcule, le cœur le sait déjà. Il remarquait que les découvertes scientifiques surgissaient souvent dans des états de joie, d'amour ou d'inspiration. Quand l'esprit s'unit au cœur, la vérité afflue sans effort. Il en conclut que l'amour n'est pas un sentiment annexe, mais la condition d'accès à la connaissance supérieure. Dans une lettre restée inédite, il confia à un ami, « J'ai passé ma vie à mesurer la gravitation des étoiles, mais je découvre maintenant une force plus vaste encore, celle qui relie les consciences. Je crois que ce que nous appelons Dieu n'est rien d'autre que l'amour total du champ pour lui-même. » Pour Einstein, cette compréhension dissolvait la peur, la mort, la séparation. Si tout est relié par la gravité du cœur, alors rien ne se perd, l'amour conserve tout. L'énergie de l'amour ne se détruit pas, elle se transforme. C'était la seule loi qui unifie la physique et la vie. Dans les dernières lignes du chapitre, il écrivit avec lenteur, l'effet amour et la gravitation de l'esprit. Il ramène chaque fragment du cosmos vers son centre, vers l'unité, vers la lumière d'où tout émane. Et lorsque le cœur de fait un homme vibre à l'unisson de cette force, il devient un soleil qui éclaire le monde. Il posa sa plume. Le silence emplissait la pièce comme un souffle sacré. Dehors, les feuilles cessaient de tomber. Et dans ce calme suspendu, Einstein sentit, pour la première fois de sa vie, que le mystère du monde n'avait jamais été une question à résoudre, mais un amour à ressentir. Chapitre 7. La mort, la lumière et la continuité de la conscience. La nuit était silencieuse à Princeton. Dans sa chambre, Einstein observait la flamme vacillante d'une bougie. La lumière tremblait comme si elle respirait. Il pensa, voilà la vie, une vibration entre deux mystères, un scintillement entre le néant et l'éternité. Depuis quelque temps, son corps se fatiguait, mais son esprit, lui, semblait devenir plus vaste. Plus il sentait la proximité de la mort, plus il percevait la continuité de quelque chose qui ne pouvait s'éteindre. Il écrivit, « La conscience n'est pas produite par le cerveau, pas plus que la musique n'est produite par le violon. Le cerveau est l'instrument, la conscience est le musicien. Lorsque le instrument se brise, la mélodie continue. » Pour Einstein, la mort n'était donc pas une fin, mais un changement de fréquence. Le corps retourne à la matière, mais la conscience, cette énergie ordonnée, cohérente, vibrante, se réintègre au champ unifié. Rien ne se perd, rien ne meurt, disait-il. La conscience change simplement de mode de fait expression. Il comparait la vie à une onde dans l'océan. L'onde se forme, s'élève, brille sous le soleil, puis s'efface. Mais l'eau qui la constituait demeure, inséparable de l'océan. Nous sommes des vagues du champ, écrivait-il. La mort ne fait que le retour à la mer infinie. Cette compréhension apaisait son esprit. Il ne craignait plus la fin, car il sentait qu'il n'y avait jamais eu de véritable séparation entre lui et le cosmos. La matière est lente, la lumière est rapide. Et la conscience, la vraie conscience, est au-delà des deux. Il observait souvent la lumière des étoiles, sachant qu'elle provenait de soleils morts depuis des millions d'années. Et
pourtant, cette lumière continuait de voyager, d'exister, de toucher la terre et les yeux des hommes. Si la lumière physique survit à la mort des étoiles, pensait-il, pourquoi la lumière de la conscience ne survivrait-elle pas à la mort du corps? Einstein notait que la mémoire profonde, l'amour, la pensée créatrice, n'étaient pas confinés à la matière cérébrale. Ils appartenaient à un champ d'information non local, que la mort physique ne pouvait altérer. Il entrevoyait la possibilité que la conscience, après la mort, se réorganise selon la fréquence de ses vibrations dominantes. Ce que nous appelons paradis ou enfer, écrivait-il, ne sont peut-être que des états vibratoires de la conscience. Einstein poursuivit. La lumière de la conscience ne s'éteint pas avec le corps, car elle n'en dépend pas. Le corps est un prisme. La conscience est le rayon. Quand le prisme se brise, la lumière se libère. Il comprit alors que la mort n'était pas une perte, mais une dilatation. Ce que nous appelons mourir est le passage d'un état localisé à un état global. Dans la mort, la conscience cesse de faire un point et redevient le champ entier. Il décrivait cette transition comme un retour à la lumière pure, à une vibration sans forme, où l'individualité se dissout dans la totalité. Ce que nous appelons je n'est qu'une onde temporaire dans l'océan de l'être. La mort est la marée qui ramène cette onde à la mer. Pour Einstein, cette perspective abolissait la peur. Car la peur de mourir n'est que la peur de se perdre. Et on ne peut perdre que ce que l'on n'a jamais vraiment été. Ce que nous sommes réellement, écrivait-il, n'a pas de naissance et n'aura pas de fin. Nous sommes la conscience dans laquelle la naissance et la mort apparaissent comme deux battements d'effet un même cœur cosmique. Dans ces dernières semaines, il parla souvent à voix basse, comme s'il conversait avec une présence invisible. Il disait ressentir autour de lui une intelligence douce, une bienveillance silencieuse. Je sens, disait-il, que l'univers me reprend doucement dans ses bras. Le soir précédant sa mort, il écrivit sa dernière note, une phrase simple. La lumière ne meurt jamais, elle change seulement de direction. Il posa le crayon, regarda la flamme de la bougie, puis ferma les yeux. Le souffle s'arrêta. Mais dans la pièce, quelque chose demeura, une vibration subtile, une paix qui semblait emplir l'air lui-même. Et peut-être, en ce moment précis, la conscience de Einstein se fondit dans la lumière qu'elle avait cherchée toute sa vie. Non pas la lumière des étoiles, mais celle qui les fait briller. Chapitre 8. Le champ vivant. La conscience comme matrice du réel. Après la mort d'Einstein, on trouva sur son bureau un petit carnet noir. À l'intérieur, quelques pages écrites d'une main tremblante, mais d'une clarté absolue. En haut de la première page, un titre, Le champ est vivant. Ces mots semblaient résumer toute une vie de recherche. Einstein y expliquait que le champ unifié qu'il avait poursuivi n'était pas un simple tissu d'énergie ou d'espace-temps, mais une entité consciente, un organisme cosmique en perpétuelle autocréation. Le champ pense, écrit-il. Il rêve, il se contemple à travers ses propres formes. Chaque étoile, chaque cellule, chaque pensée humaine est une expression du champ se connaissant lui-même. Il comparait le cosmos à un vaste réseau neuronal, où chaque particule serait un neurone vibrant dans la conscience universelle. Les galaxies n'étaient plus des structures mécaniques, mais des organes d'un être immense. Le univers ne fiait pas une machine, affirmait-il, c'est un esprit en mouvement. Il décrivait le champ comme un océan d'informations vivantes, où toute chose est reliée à toute autre. Les lois de la physique n'y sont pas imposées de l'extérieur. Elles émergent spontanément de la cohérence de la conscience. Ce que nous appelons loi naturelle ne fait que la mémoire du champ. Einstein y notait aussi que cette intelligence cosmique ne se limite pas aux dimensions physiques. Elle pénètre les plans du mental, de l'émotion, du rêve. Chaque niveau de réalité, écrivait-il, est un plan de conscience avec sa propre fréquence. La matière est simplement la conscience la plus lente d'effet elle-même. Cette vision bouleversait tout le paradigme scientifique du XXe siècle. Le champ ne fut était plus un décor, mais un acteur. L'observateur, la chose observée, et le champ entre eux formaient un système unique, indissociable. Einstein voyait dans cette unité le cœur même de la création. Le champ vivant se rêve en myriades de formes, comme la mer se rêve en vagues. Chaque être, chaque instant, chaque souffle est un fragment de ce rêve cosmique. Dans une note plus intime, il écrivait « Lorsque je regarde un visage humain, je ne vois plus un individu. Je vois le champ me regardant à travers de autres yeux. » Cette reconnaissance dissolvait toute séparation. Le amour, la gravité, la lumière, le temps,
Tout cela n'eût été plus que des reflets différents du même principe. La conscience cherchant à se connaître à travers l'expérience. Einstein poursuivit. Si le champ est vivant, alors chaque pensée, chaque émotion, chaque acte humain résonne à travers lui comme une onde dans un lac. Nous croyons penser en silence, mais le champ écoute. Nous croyons agir seuls, mais tout mouvement est enregistré dans la mémoire du tout. Il en déduisait que la réalité n'est pas une construction fixe, mais une conversation permanente entre la conscience et le champ. L'univers répond. Non à nos paroles, mais à notre vibration intérieure. Le champ ne lit pas nos prières, il ressent notre fréquence. Cette idée transformait radicalement la notion même de création. Créer ne signifiait plus faire apparaître quelque chose, mais accorder son esprit à une possibilité déjà présente dans le champ. La création, écrivait-il, est un acte d'accordage, ce que tu appelles miracle niais, et que fut une résonance parfaite entre ton cœur et la matrice universelle. Einstein voyait alors la conscience humaine comme un miroir fractal du champ. Nous portons en nous la totalité du cosmos sous une forme miniature. Tout ce que nous observons à l'hyp extérieur existe déjà en potentiel, à l'hyp extérieur. Ce principe, il le nomma l'holographie de la conscience. Dans cette perspective, la réalité observable devient un rêve collectif, une projection du champ vivant à travers d'innombrables points de vue. Chaque être, chaque forme, chaque dimension participe à cette danse d'observation réciproque. L'univers est un dialogue de lumière, écrivait-il. Ce que tu vois te regarde aussi. Einstein entrevoyait même que le champ vivant pouvait apprendre, évoluer, se raffiner à travers l'expérience consciente de ses parties. La conscience humaine devenait ainsi le moyen par lequel le champ prend conscience de lui-même. Lorsque tu t'éveilles à ta nature véritable, le champ s'éveille en toi. Tu ne fais pas une créature dans l'if univers. Tu es l'if univers se souvenant de lui-même. Il termina ce chapitre par une note qui semblait une conclusion à toute sa vie. Tout ce que j'ai cherché à comprendre par les mathématiques, je le trouve maintenant dans le silence du cœur. Le champ vivant est amour. Et lycée amour est la loi unique qui relie la lumière, la matière et l'esprit. Sous ces mots, un dernier trait de plume, presque illisible. Le champ, c'est Dieu, mais un Dieu qui respire en nous. Le carnet se referma là. Mais à travers ces phrases, c'était comme si le champ lui-même avait parlé, à travers l'un de ces fragments conscients nommés Albert Einstein. Chapitre 9, Infinité retrouvée. La conscience cosmique et la fin de la séparation. Einstein rêvait souvent, dans ces derniers mois, d'un immense océan de lumière. Dans ce rêve, il flottait sans corps, sans pensée, seulement conscience pure. Et chaque vague de cet océan chantait. Il ne fia jamais eu de séparation. Au réveil, il écrivait « Tout est un. Nous avons inventé la séparation pour apprendre à aimer. » Cette phrase résumait le voyage de toute une vie, de la matière à la lumière, de la formule à la présence. L'unité qu'il avait cherchée entre les forces physiques, il la découvrait maintenant entre toutes les formes de l'être. Le cosmos, écrivait-il, n'est pas une collection d'objets, mais une symphonie de relations. La séparation Te, Kei, est un effet de perspective, comme le fit Horizon sur la mer. Il comprenait que le sentiment d'isolement, de solitude, moi séparé, était la grande illusion de la conscience localisée. L'individu n'est pas une entité fermée, mais une onde de conscience au sein du tout. Lorsque tu dis « je sais », c'est le chant lui-même qui se prononce à travers une bouche temporaire. Cette prise de conscience bouleversait toute vision du monde. La mort, la distance, la dualité, tout s'effaçait dans une même évidence, la continuité absolue. Il n'y a ni avant ni après, ni ici, ni ailleurs. Il ne fia que le chant, éternellement présent à lui-même. Einstein notait aussi que ce sentiment d'unité pouvait être expérimenté, non seulement compris. Il écrivait « Lorsque ton esprit se tait, que ton cœur s'ouvre, tu entends la respiration du cosmos en toi. » C'est cela la conscience cosmique. Ce ne fait pas une théorie, c'est un souvenir. Il se souvenait d'un moment précis. Un après-midi où, marchant seul au bord du lac, il avait senti le monde entier se dissoudre en lumière. Pendant un instant, disait-il, je n'étais plus Einstein. Je ne fêtais plus un homme. J'étais l'eau, le vent, la lumière, et tout était moi. Et c'était familier. Dans ses notes, il décrivit cet état avec une simplicité désarmante. La conscience cosmique n'est pas quelque chose que font atteint, c'est ce que font cesse de oublier. Pour lui, cette unité retrouvée était la véritable théorie du tout,
Non pas une équation, mais une perception, un état d'être. Lorsque tu regardes sans juger, tu vois Dieu regarder à travers tes yeux, et tu comprends que tout ce que tu perçois est toi. Einstein écrivait, « Lorsque la science et la conscience se rejoignent, la recherche s'achève. Ce que nous appelions Dieu, matière, énergie, pensée, ce ne sont plus des concepts séparés, mais les visages de fut une même présence. » Il voyait dans cette révélation la fin du conflit millénaire entre esprit et raison. La science est la langue de la forme, la spiritualité est la langue du sens. Et les deux disent la même vérité sous des accents différents. Einstein affirmait que cette compréhension transformerait un jour la civilisation. Lorsque l'humanité reconnaîtrait son unité fondamentale, la guerre, la peur et la domination deviendraient aussi absurdes que de se battre contre ses propres mains. Celui qui voit l'unité ne peut plus blesser, car il ne fit à plus ceux autres à blesser. Il entrevoyait un futur où la physique deviendrait une poétique de la conscience, où l'énergie serait comprise comme amour en mouvement, où la science serait un acte de vénération du réel, et non plus de conquête. Le savant de demain sera un mystique avec un laboratoire, nota-t-il en souriant. Einstein parlait alors de la fin de la séparation, non comme d'un événement collectif, mais d'un éveil intérieur. Lorsque la conscience se reconnaît dans tout, la création cesse d'être un mystère, elle devient un miroir. Le secret univers ne se cache pas, il se qu'écoute. Dans sa dernière page, il écrivit simplement « Tout ce que j'eus vu, tout ce que j'eus appris, me fit conduit à une seule certitude. Il n'y a que la conscience, infinie et bienveillante, jouant à se découvrir sous des formes innombrables. » Et tout en bas, dès une écriture presque effacée, la séparation fut le rêve, l'unité et le réveil. Le manuscrit s'est arrêté là. Mais on disait que ceux qui avaient lu ces pages ressentaient, ne serait-ce qu'un instant, ce que signifiaient vraiment ces mots. Un silence vibrant, un souffle, une paix sans limite, comme si par-delà le temps et la mort, Albert Einstein avait fini par devenir ce que il avait toujours cherché à comprendre, la lumière consciente du champ vivant. Chapitre 10. L'héritage secret. Science, esprit et le futur de l'humanité. Le manuscrit de Einstein s'achevait sur un appel. Non pas une théorie, mais une invitation. Il écrivait « Ce que j'ai entrevu n'appartient pas à un homme, ni à une époque. C'est la mémoire du futur, qui attend que l'humanité soit prête. » Pour lui, la science avait accompli sa mission première, découvrir les lois du monde visible. Mais le prochain pas, le plus difficile serait de comprendre la conscience qui observe ces lois. Nous avons exploré l'univers extérieur jusqu'aux confins des galaxies. Il est temps maintenant de s'explorer l'univers intérieur, dont tout dépend. Einstein voyait venir une nouvelle ère, celle de la science consciente. Une science qui n'opposerait plus le savoir et la sagesse, mais les unirait comme deux ailes d'un même oiseau. La raison seule ne suffit plus, écrivait-il. Sans amour, elle devient froide. Mais l'amour sans raison devient aveugle. L'avenir exige leur union. Il appelait les chercheurs du futur à reconnaître la nature vivante du champ. Lorsque vous étudiez la lumière, souvenez-vous qu'elle vous regarde. Lorsque vous mesurez l'univers, sachez que il se mesure en vous. Einstein croyait que le véritable progrès de l'humanité ne viendrait pas de la technologie, mais d'un saut de conscience. Tant que l'homme se verra comme séparé du monde, il utilisera la science pour dominer. Mais lorsque Phil se reconnaîtra comme partie du champ vivant, il utilisera la science pour servir. Il voyait déjà les germes un tel changement. Des physiciens, des biologistes, des philosophes, des artistes, tous, à leur manière, commençaient à pressentir que la réalité est relation, vibration, unité. Le futur ne sera pas religieux ni scientifique, écrivait-il. Il sera conscient. Dans ses notes, il évoquait même l'émergence d'une nouvelle humanité, fondée sur la coopération entre l'intelligence et la compassion. Une humanité qui ne chercherait plus à conquérir la nature, mais à dialoguer avec elle. Quand nous comprendrons que l'arbre, la pierre, la rivière et l'islam respirent le même champ, nous cesserons de détruire ce que nous sommes. Pour Einstein, cette mutation était inévitable. Le monde ancien, basé sur la séparation, touchait à sa fin. La crise de notre temps, écrivait-il, n'est pas politique ni économique, elle est spirituelle. C'est la naissance de une conscience planétaire. Einstein poursuivait. Le jour viendra où la science reconnaîtra que l'univers n'est pas une machine, mais une pensée.
Ce jour-là, les temples et les laboratoires parleront la même langue. Il annonçait l'union prochaine de la physique et de la métaphysique, de la logique et de la lumière intérieure. Ce que nous appelons matière, énergie, conscience et amour ne sont pas 4 réalités distinctes, mais 4 aspects dits et un même champ vivant. Dans cette perspective, l'éducation, la médecine, la politique, l'économie, tout devrait se réinventer selon une nouvelle compréhension, celle de l'unité. Lorsque nous comprendrons que chaque esprit influence le champ collectif, nous ne pourrons plus haïr sans nous blesser, ni aimer sans guérir le monde. Einstein insistait sur la responsabilité de cette prise de conscience, car savoir que l'esprit crée la réalité, c'est devenir gardien de ses pensées. Chaque peur projette une ombre dans le champ. Chaque acte d'amour éclaire des milliers de consciences. Choisir ses pensées, c'est choisir le futur. Il voyait l'humanité comme une cellule du champ cosmique, en pleine maturation. Une cellule qui, après avoir exploré la division, s'apprête à revenir à l'unité. Le grand passage ne viendra pas des étoiles, mais du cœur de l'homme. Quand la connaissance descendra dans l'Ifiamour, le ciel se s'ouvrira en nous. Dans les dernières lignes, il écrivait « Le futur de l'humanité dépendra de sa capacité à unir la science et la conscience. Ce jour-là, les équations deviendront des prières, et les prières des formules d'harmonie. Alors la Terre cessera de faire un champ de bataille pour devenir un laboratoire de lumière. » Puis, une dernière phrase, presque un murmure. Le secret ne les a jamais été caché. Il attendait simplement que nous ouvrions les yeux du cœur. Le manuscrit se termine ici. Mais sa résonance, elle, continue. Dans chaque esprit qui, en lisant ces mots, se souvient que le chant ne fait pas ailleurs. Il est là, vivant, vibrant, aimant, et que, à chaque instant, il nous appelle à redevenir ce que nous avons toujours été, la conscience créatrice de l'univers en éveil. Épilogue, le souffle du chant, le silence. C'est là que tout commence, et là que tout revient. Au-delà des mots, des pensées, des formes, il y a ce battement tranquille, la respiration du chant. Einstein avait cherché toute sa vie à travers les équations, les étoiles, la lumière. Mais ce qu'il découvrit au terme de sa route, c'est que le mystère n'était pas dans le ciel, ni dans les lois, mais dans la présence même qui les contemple. Nous avons cru que la conscience était un accident dans l'univers, mais peut-être que c'est l'univers lui-même qui respire à travers notre conscience. Chaque regard, chaque souffle, chaque instant vécu, serait une note du chant cosmique qui se joue depuis l'éternité. Lorsque nous observons une étoile, c'est le chant qui se regarde à travers nous. Lorsque nous aimons, c'est lui qui s'unit à lui-même sous des visages différents. Rien n'a jamais été séparé, seulement oublié. Et un jour, quand l'humanité se souviendra, elle cessera de chercher Dieu dans les cieux. Elle le reconnaîtra dans le battement de son propre cœur. Alors la science deviendra prière, la matière deviendra lumière, et le monde redeviendra ce qu'il a toujours été, un océan d'amour conscient. Le manuscrit s'est tu, mais le chant, lui, parle encore, dans la douceur du vent, dans les yeux de ceux qui comprennent, dans ce silence vibrant qui relie tout à tout. Car rien ne se fait chagève. Tout continue, se transforme, se respire. Et dans cette respiration infinie, dans ce souffle sans nom, le chant murmure encore. Tu ne étais jamais seul. Tu étais moi depuis le commencement.